bienvenue dans votre magazine d'actualité 7 jours en Chine sur Mandarin TV. Le président chinois Xi Jinping et son homologue kazakh espèrent que la coopération entre leurs deux pays aidera à raviver l'ancienne route de la soie. Ils ont exprimé ce souhait en l'inscrivant dans un album présentant des paysages des deux pays et de leurs relations bilatérales. Soulignant que cette année marque le 25e anniversaire de leur lien diplomatique, le président Xi a affirmé que l'album illustré montrait au reste du monde les magnifiques paysages et l'amitié entre les deux pays. Soulignant que cette année marque le 25e anniversaire de leur lien diplomatique, le président Xi a affirmé que l'album illustré montrait au reste du monde les magnifiques paysages et l'amitié entre les deux pays. Et le président Nazarbayev ajoute que l'album conçu dans l'esprit du renouvellement de la route de la soie démontre aussi les accomplissements remarquables des deux pays. Le recueil, qui compte près de 200 clichés captés par des photographes provenant des deux pays, a été dévoilé mardi à Astana, la capitale du Kazakhstan. Il y a environ 2 semaines, l'agence d'analyse financière Moody's a abaissé la note de crédit de la Chine, une mesure que le gouvernement chinois a qualifiée d'inappropriée. Comment les experts en Chine et à l'étranger considèrent-ils cet abaissement et l'impact que celui-ci aura sur l'économie chinoise? Reportage. Un décalage horaire de 12 heures n'a pas freiné la passion d'échanger des idées sur l'abaissement de la note de la Chine par Moody's entre des experts chinois et 2 directeurs de recherche de l'Institut Peterson pour l'économie internationale. Les experts chinois pensent que l'abaissement par Moody's de A3 à A1 est intervenu au mauvais moment et est basé sur des erreurs de calcul. C'est parce que la plupart des gens pensent que la pire période économique de la Chine est déjà passée et que le gouvernement a contrôlé la dette au cours des dernières années. Ils disent que Moody's a ignoré les avances réalisées par la Chine dans ses réformes et les efforts qu'elle a faits pour resserrer ses contrôles sur la dette gouvernementale. Je pense que Moody's n'a pas pris en compte certains facteurs, qui incluent l'impact tangible des réformes de la Chine du côté de l'offre, l'approche macro-prudentielle que la politique monétaire a adoptée, ainsi que les progrès réalisés pour améliorer le système bancaire et la dette pour les échanges de créances. Je pense que l'abaissement de Moody's a terni sa propre réputation. Des experts américains ont dit que malgré l'abaissement, la note de l'économie chinoise demeure assez élevée. Ils disent que l'impact de l'abaissement sera limité parce que les fondamentaux de la Chine demeurent stables. Les experts disent que le verdict de Moody's n'est que l'un des critères que les investisseurs utilisent lorsqu'ils prennent des décisions. Rory McFarquhar est un chercheur invité à l'Institut Peterson et un ancien conseiller spécial pour l'économie internationale de l'ancien président américain Barack Obama. McFarquhar pense que l'abaissement n'est pas l'indication d'un quelconque danger à court terme, mais selon lui, le gouvernement chinois pourrait prendre cette mesure comme un signe qu'il doit accélérer ses réformes afin de calmer la communauté internationale. Si les réformes sont mises en place maintenant, et certainement après le congrès du parti cet automne, je pense alors que tous les observateurs occidentaux, y compris les agences de notation, seront rassurés et auront bien plus confiance dans le fait que le modèle chinois de croissance qui a été couronné de succès ces 35 dernières années a eu un impact massif sur les revenus des ménages et qu'il se poursuivra d'une manière plus durable. L'abaissement de Moody's a aussi renouvelé des critiques concernant la justesse des agences de notation de crédit. Des données montrent que les 3 principales agences de notation de crédit, Standard & Poor's, Moody's et Fitch, dominent 95% des services de notation dans le monde. Une décennie après l'éclatement de la dernière crise financière mondiale, ces agences continuent de s'attirer des critiques pour avoir échoué à avertir les investisseurs au sujet des titres adossés à des créances hypothécaires qui ont déclenché la crise. Il y a des appels croissants pour refondre les systèmes mondiaux de notation et permettre aux voix des économies émergentes de se faire entendre. Le fruit de l'avocat capte l'attention et le portefeuille de la classe moyenne grandissante en Chine, qui est de plus en plus soucieuse de sa santé et davantage intéressée au mode de vie occidental. Au CIAL 2017, qui est la plus importante foire de produits alimentaires et de boissons en Asie, les commerçants en provenance d'Amérique latine travaillent fort pour introduire leurs produits locaux au marché chinois.
La tsai est une variété de baie provenant de l'Amazonie. Elle se trouve tout au haut de la liste des super aliments du monde. La noix du Brésil est l'une des plus riches en sélénium. C'est un produit très naturel qui est très riche en minéraux. Ils utilisent tous des argumentaires de vente semblables, que leurs produits sont à la fois exotiques et sains, ce qui n'est pas une coïncidence, car c'est sur cette tactique que repose l'une des plus importantes campagnes promotionnelles, celle d'un produit sud-américain aujourd'hui abondamment exporté, l'avocat. En 2010, la Chine importait moins de 2 tonnes d'avocats, mais les importations ont ensuite monté en flèche pour atteindre 25 000 tonnes en 2016. On les trouve aujourd'hui dans presque tous les restaurants occidentaux en Chine. Les avocats sont devenus tellement populaires. Tous les jours, les clients demandent 1 ou 2 repas composés d'avocats. Il est devenu tellement populaire que les chefs ajoutent même des avocats dans de nombreux plats traditionnels. Regardez, on en met sur la pizza, ce qui est un peu drôle. La pizza à l'avocat, les pâtes à l'avocat, le brunch à l'avocat, les œufs bénédicts et le saumon à l'avocat. Pour plusieurs citadins chinois qui vivent dans les villes du premier rang, aller au brunch la fin de semaine et y boire un cocktail accompagné d'un plat exotique à l'avocat est typique du niveau de vie de la classe moyenne. Pourquoi? Selon des experts, c'est en raison du marketing. Quand ce fruit onctueux a été mis en marché auprès des consommateurs occidentaux au début du 20e siècle, il était appelé la poire crocodile et les gens ne l'aimaient pas. Depuis, les commerçants ont lancé des campagnes de mise en marché qui l'ont renommé avocado, à la sonorité plus exotique, et dont on a vanté les bienfaits sur la santé en raison de son gras insaturé. Du bon gras, nous en avons tous besoin. L'avocat est la meilleure source qui soit de bon gras. Tous les aliments deviennent meilleurs avec de l'avocat. Et ça a marché. Les vedettes, les mannequins et les gens de tous les médias sociaux en sont devenus amoureux, pour finalement capter l'intérêt des jeunes générations chinoises par le biais de l'Internet. Les jeunes générations vont de l'avant, non? Ces dernières années, ils s'informent de plus en plus sur les différents modes de vie, dont le mode de vie occidental. Les exportateurs en sont heureux. À l'heure actuelle, les avocats importés en Chine proviennent majoritairement du Mexique, suivis du Chili et du Pérou. Avec nos promotions, nous voulons maintenant nous concentrer sur le marché chinois. Nous voyons qu'il continue de grossir et nous croyons que nous pourrons atteindre près de 60 000 tonnes d'ici 2020. La Chine est devenue le marché dont la croissance des importations d'avocats est la plus rapide auprès des 3 principaux pays exportateurs. Et l'histoire de la mise en marché de ce fruit sud-américain risque bien de durer de l'autre côté du Pacifique. Et maintenant, une question qui va sûrement vous intéresser. Pourquoi est-ce que des millions d'hommes chinois restent célibataires? Réponse dans le reportage. En Chine, il existe un terme désignant les hommes célibataires de plus de 30 ans. Ils sont appelés shennan, soit les restes d'hommes. Le pays possède beaucoup plus d'hommes que de femmes, une résultante de la politique de l'enfant unique du pays qui a perduré jusqu'en 2015. Le déséquilibre entre les sexes fait qu'il est difficile pour beaucoup d'hommes de trouver un partenaire. D'ici 2020, on estime qu'il y aura 30 millions d'hommes de plus que les femmes à la recherche d'un partenaire. Trouver une femme en Chine peut s'avérer être une véritable quête conduisant certains hommes à faire de grands efforts. Ils peuvent dépenser des sommes énormes d'argent pour un résultat parfois infructueux, afin de gagner le cœur d'une célibataire. C'est le cas d'un triste programmeur informatique de Canton qui avait acheté 99 iPhones dans le cadre d'une proposition de mariage. Malheureusement, cette dernière lui a été refusée et l'homme avait dû remballer ses smartphones et subir une humiliation considérable après que les photos de l'événement ont fait le tour des médias sociaux. Une autre observation qui peut être faite, c'est qu'autrefois il n'était pas rare pour les parents d'arranger pour leurs fils des rendez-vous ou même des mariages avec le genre féminine. Aujourd'hui, c'est l'amour qui prime et les jeunes gens utilisent bien plus volontiers des applications comme WeChat pour faire des rencontres, avec cependant de nombreux ratés. Du côté des jeunes filles, certaines, plutôt que de se mettre en couple, profitent du nombre croissant de célibataires pour louer leurs services, qu'ils soient sexuels ou plus simplement pour accompagner les jeunes hommes à des rendez-vous familiaux. Embaucher une fausse petite amie peut coûter jusqu'à 10 000 yuans, plus ou moins 1 400 € par jour. Le problème des hommes célibataires est particulièrement marqué dans les zones rurales les plus pauvres,
Alors que traditionnellement, le mari doit être financièrement en mesure d'assurer un train de vie décent avant d'obtenir sa femme, cela inclut la possession minimale d'un appartement avant même de demander la main de l'être aimé aux potentiels futurs beaux-parents. Les moyens financiers nécessaires pour être mariable en Chine poussent un grand nombre de célibataires à attendre la trentaine avant de s'unir. De leur côté, les femmes ne trouvent pas de jeune homme assez stable financièrement, c'est pourquoi il n'est pas rare d'observer des écarts d'âge allant de 10 à 20 ans chez les couples chinois. Il est difficile pour les femmes de trouver des hommes convenables après avoir atteint 32 ans. Beaucoup d'hommes chinois mariables veulent épouser des filles plus jeunes et jolies, explique Hong Yang, une jeune femme qui a réussi à se marier à la trentaine. L'inverse peut également être vrai. De nombreuses femmes bien instruites et financièrement indépendantes restent célibataires. C'est la fin de votre émission 7 jours en Chine. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.